Les Ruben Amorim à Manchester United, tant attendu après l'échec Ten Hag et la transition mise en place par Ruud van Nistelrooy, a enfin débuté. Après avoir quitté un Sporting impressionnant et dominant complètement à l'échelle nationale, Ruben a posé ses valises en Angleterre et a déjà commencé l'opération reconstruction d'une équipe bien partie pour jouer le ventre mou d'un championnat où chaque année il glisse. Médiatiquement, il a enchaîné les interviews afin de se faire connaître auprès du public mancunien. Des prises de parole qui ont permis de comprendre ses idées, sa vision, mais qui a surtout permis de voir la différence et les attentes envers un coach qui va devoir sauver une saison compliquée avant de reconstruire. Alors après quasiment un mois à la tête de son club, il est enfin temps de parler du nouveau projet en place et de comment Amorim va faire pour réaliser un exploit, sauver Manchester United. Dès son arrivée, le Portugais a travaillé à la mise en place de son fameux système qui lui a permis de rapidement gravir les échelons dans son pays. Un gardien bon pied, capable de s'incruster par moments dans les schémas de relance, 3 centraux qui se complètent et sont capables d'attirer le pressing pour créer de l'espace, un milieu destructeur chargé de gérer les transitions dangereuses au milieu de terrain, un autre capable d'apporter des courses dans le dernier tiers tout en ayant un jeu de passe plus complet que son compère, 2 pistons chargés d'écarter le bloc adverse et forcer les latéraux à rester bas, capable très souvent de faire des différences 1 contre 1, une pointe capable de s'imposer physiquement, que ce soit en redescendant pour aider en pivot ou bien en gagnant ses duels par la force, avec derrière lui 2 milieux offensifs se partageant des rôles d'ailier ou créateurs selon les besoins. Ça c'est le schéma de base, c'est le schéma des 2 dernières années du Sporting, mais Amorim avait déjà par le passé montré une vraie capacité d'adaptation, que ce soit avec un Pablo Sarabia jouant faux numéro 9 dans l'axe, Pedro Gonçalves passant de milieu offensif à milieu du double pivot, ou bien même Ricardo Esgaio jouant latéral droit par moment. Les idées tactiques et la mise en place sur le terrain n'ont jamais été réellement fixes. Ruben a toujours su s'adapter à son adversaire, à ses propres joueurs, à ses lacunes, et encore une fois, c'est ce qui lui sera demandé à Manchester United. Une flexibilité tactique qui s'accompagne tout de même de quelques règles de base concrètes, comme un jeu direct afin de créer réellement le danger dans la zone adverse, une intensité importante dans les courses pour envahir et submerger la défense, une recherche constante du troisième homme et de relais intérieurs qui touchent peu le ballon, mais qui savent faire le travail, une application des consignes et une audace dans les choix, mais surtout une fin de victoire, de la première à la dernière minute. Tout ça, Amorim avait un peu moins de 2 semaines pour le mettre en place à Carrington, le centre d'entraînement des Red Devils, et surtout, sans tous ses joueurs, puisque les blessures, les convocations internationales et l'arrivée tardive de son intronisation a retardé cette mise en place plus que nécessaire, ce qui explique pourquoi la page Ten Hag a mis autant de temps à se tourner. Dès la première conférence de presse, le nouveau coach a annoncé que tout ne serait pas rose, que le chemin allait être long, qu'il lui faudrait du temps, et après ses premiers matchs joués, je pense que tout le monde comprend pourquoi, puisqu'en soi, les résultats ne sont pas vraiment meilleurs. Pour ses 5 premiers matchs à la tête de sa nouvelle équipe, il en a remporté 2, il en a aussi perdu 2, et a fini égalité avec son tout premier adversaire, Ipswich. Outre les 10 buts marqués ayant permis de gratter des points en Europe et en Première Ligue, les 8 encaissés ont coûté sacrément cher, puisqu'en termes de classement, tu as simplement perdu une place en redescendant à la 13e, aux côtés des 2 autres United, avec 19 points, à la 15e journée de Première Ligue. Tandis qu'en Europa League, tu restes toujours la tête hors de l'eau, sans être complètement assuré d'être qualifié, avec 9 points en 5 matchs. Cette stagnation en termes de points pourrait effrayer. On pourrait penser que l'arrivée du Portugais n'a pas eu l'effet escompté, mais jusqu'ici, cette chaîne n'a jamais été celle d'un viewer SofaScore. On s'intéresse aussi à ce qui se passe sur le terrain, et c'est vraiment là que le plus intéressant se passe. Avec peu d'entraînement à sa disposition, le coach et les joueurs ont dû rapidement se mettre au diapason pour mettre en place au plus vite ses idées de jeu. Ses premières compositions ont marqué un changement clair avec le passage à 3 centraux, à une pointe entourée par un ailier gauche et un milieu offensif droit qui a été mis en place pour ses premiers matchs et qui nous a réservé quelques belles surprises. La principale est pour moi le nom des hommes forts, Mazraoui et Diallo, 2 joueurs africains qui ont réussi à performer à des postes et des rôles qui ne sont pas du tout les leurs. Le Marocain en défense centrale a brillé par son utilisation du ballon, sa facilité tactique, technique et son intelligence sous pression, en étant entouré de 2 centraux de formation qui eux ont un peu plus de mal, notamment Evans. Ahmad quant à lui a été éblouissant en tant que piston, il a rapidement su s'adapter aux tâches défensives, plus importantes qu'à l'accoutumée pour lui, il est toujours aussi fort pour percuter, et sa relation avec tous les membres du côté droit est sûrement le point le plus positif de ce début de saison de transition. Avec ce nouveau schéma tactique, les cartes ont été redistribuées, les statuts ont un peu changé, et tu sens un effet positif chez certains. L'équipe construit son jeu, construit ses patterns, et
retrouve une certaine solidité au milieu de terrain. Rien qu'en 5 matchs, tu sens une progression. Les retours de blessures allaient évidemment aider, mais c'était pas une réponse unique, puisque la fluidité du jeu commence à apparaître petit à petit au fur et à mesure que les joueurs osent enfin. En soi, jusque-là, j'ai essayé de voir le bien. Mais si un club avec les moyens de Manchester United est aussi bas au classement et n'a pas bougé, c'est évidemment parce qu'il y a du négatif, et je me le dois de l'évoquer, tout cela point par point. Le premier problème à évoquer, c'est le manque de courage de certains. En à peine 5 matchs, certains coachs ont déjà compris que malgré l'excuse de cette transition idéologique, tu en as dans le vestiaire qui ne portaient pas ce qu'il y a dans leur caleçon, notamment à la relance. Un élément qui a permis à Nottingham de fermer la porte à de nombreuses reprises en surchargeant l'axe afin d'arrêter la progression du jeu. En refusant de prendre certains risques, que ce soit en portant le ballon pour forcer un milieu à sortir ou en tentant une passe compliquée, les centraux ont limité le jeu et les possibilités de sortie de balle, un problème accentué par le manque de mouvement de Kobbie Mainoo, qui n'est clairement plus le jeune fougueux et sans peur de l'an dernier. Sans solution pour construire dans l'axe, le jeu s'en est retrouvé bloqué, et c'est un premier gros problème amplifié par un second, l'absence de latéral gauche dans l'effectif, un poste occupé par deux joueurs extrêmement fragiles, incapables de répondre aux attentes de leur coach. Malacia et Shaw sont des poids morts, les deux ne sont ni capables d'occuper ce poste sur une saison, ni capables de le faire ponctuellement, ce qui force Diogo Dalot à dépanner à un poste qui ne lui est pas naturel. Malgré son bon passage à Milan en tant que remplaçant de Théo Hernandez, en première ligue, tout le monde a compris comment le contenir. Pas difficile pour un gratuit quasiment exclusif à gauche, ce qui signifie que tout le côté gauche est bloqué, puisqu'il leur est quasiment impossible de combiner avec lui. Si le premier problème était mental, celui-ci est humain. Il manque un joueur au minimum à ce poste, et pour l'instant, aucune solution viable n'a été trouvée. Ce qui fait qu'un troisième problème est apparu, la surdépendance envers Bruno Fernandes. Créateur principal de danger, son rôle est encore plus important actuellement, puisqu'à la relance il sert de relais afin d'attirer un central et être trouvé dos au jeu avant de lancer un troisième homme libre grâce à sa vision et sa technique, mais ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi crucial lorsque le côté droit combine pour trouver Amad Diallo lancé. Il est le tireur de coup franc, celui capable d'aider à tenir le ballon, celui capable de trouver un joueur lancé, mais surtout, dans une équipe qui ose peu, il est celui qui ose tout. Sa position est donc délicate. Ses rôles nombreux sont ingrats, puisque s'il rate, les gens lui tombent dessus, mais s'il ne le fait pas, personne ne le fait. Pour l'instant, il est celui qui semble avoir le mieux compris son rôle parmi les joueurs d'axe, celui qui a le plus convaincu, mais tout ne peut pas toujours dépendre de lui. Si Ugarte prend de plus en plus de place et de confiance, il va vraiment falloir que ce rôle de second milieu trouve un représentant intéressant, puisque outre l'aspect avec ballon, où l'équipe ne trouve pas assez ses offensifs, sans ballon, tu as aussi un quatrième problème dérangeant. Contrairement à Ten Hag, Amorim a une idée précise de ce que son milieu doit faire lorsque le ballon est perdu. L'idée est de former un bloc de 5 joueurs qui empêche toute contre-attaque rapide, mais pour l'instant, ce bloc n'a toujours pas été solidifié. Outre les erreurs d'Eriksen dans son positionnement lorsqu'il est à ce poste, on a aussi vu une défense un peu trop hésitante dans ses sorties pour empêcher la construction des actions adverses. Contre Ipswich, tu as pris cher dans l'axe avec Hutchinson, toujours capable de prendre le ballon et manger l'espace dans le dos des milieux, et cela montre que cette consigne n'est pas encore appliquée ou comprise par le groupe. Sans ballon, ce bloc à 5 doit impérativement trouver une forme de cohésion afin de bloquer les transitions. C'est ce bloc qui, en pressant, limite les actions adverses, mais pour l'instant, entre les ailiers Garnacho et Rashford qui limitent leur effort, le milieu qui se perd un peu et la défense qui n'ose pas intervenir, tu n'as pas totalement pu capitaliser sur cette idée tactique afin de retrouver une solidité défensive axiale. En tout cas au début. Petit à petit, cette idée a commencé à se concrétiser. Le groupe comprend de mieux en mieux, commence à monter en puissance au point de montrer un cinquième problème qui explique notamment cette défaite un peu grotesque contre Nottingham Forest, les fameuses erreurs individuelles qui coûtent cher. Très honnêtement, quand tu regardes un match de Manchester United, tu peux clairement les voir, même si tu connais pas le football tellement elles sont visibles. Entre Onana incapable d'arrêter 2 ballons qui vont sur lui, Olyun incapable de s'imposer techniquement et physiquement sans faire faute, Garnacho qui ne lève que trop rarement la tête quand il le faut, Dalot incapable de gérer la distance avec son vis-à-vis. En soi, il y en a eu tellement que ça a tué un peu l'aspect comptable de ce début d'ère, plutôt intéressant, qui quand on regarde de plus près, aurait malheureusement pu l'être encore plus. Et c'est bien dommage. Comme Amorim l'a dit, quand même son équipe évolue tactiquement, le plus important pour les supporters et pour qu'il garde sa place, c'est le nombre de points qu'il aura à la fin du championnat. Et actuellement, je trouve que les joueurs de Manchester United ne font rien pour en gratter. Et je trouve ça dommage. Et si on est honnête, ça pourrait coûter cher d'ici la fin de saison. Manque de confiance de certains joueurs, manque de courage et prise de risque à la relance, absence d'une solution potable à un poste clé, surexploitation d'un cadre et capitaine de l'équipe dans l'aspect créatif, manque de compréhension et application bancale de certains préceptes tactiques, difficulté à sortir d'un pressing axial, multiplication des erreurs individuelles pénalisantes, absence de travail sur coup de pied arrêté, tout ça sont des points négatifs visibles depuis ces 5 premiers matchs. Tout ça sont donc des axes de travail importants, et quand tu écoutes les conférences de presse, quand tu regardes les matchs et surtout quand tu regardes le comportement du Portugais sur le
banc lors des matchs et quand tu écoutes ce qui se passe autour du club, tu comprends que ce sont des axes d'amélioration clairement identifiés par le staff technique. Si d'un point de vue comptable ce n'est pas visible puisque tu n'es clairement toujours pas sorti de la galère dans laquelle le chauve incompétent t'a enfermé, sur le terrain, l'idée qu'Amorim présente depuis sa première interview montre clairement que l'équipe va dans la bonne direction et que l'on n'en est qu'au début. Que ce soit en continuant de travailler collectivement et individuellement, en testant de nouveaux joueurs, de nouvelles solutions, en essayant de débloquer mentalement certains coincés dans la peur ou en relançant un buteur capable d'épauler créativement le capitaine en attaque, les solutions sont sacrément nombreuses et le seront encore plus lorsque le mercato hivernal ouvrira ses portes. Personnellement, j'ai hâte de voir comment cette équipe va surmonter les prochaines épreuves. Malgré la situation compliquée, je suis vraiment intéressé par cette rencontre historique contre les rivales de la même ville, qui lui aussi connaît une période compliquée. Et j'espère que le Portugais aura le temps, de la part des idiots en tribune, de mettre en place tout ce qu'il a besoin en interne pour permettre au groupe de remonter la pente. Dans tous les cas, moi je m'arrête là pour teaser cette vidéo, et on se retrouve très vite pour parler de la suite avec une trêve hivernale qui pourrait nous réserver des surprises.